Bonsoir à tous, la vidéo de ce soir va parler des réseaux sociaux et de l'identité numérique. Notre objectif, ça va être de regarder un petit peu comment on utilise ces réseaux sociaux et quelle importance ils ont pris dans nos vies de tous les jours. Qu'est-ce que c'est que l'identité numérique et en quoi c'est quelque chose qui est extrêmement important. Et puis notre objectif, ça va être de balayer des solutions des façons de faire en utilisant de l'open source pour essayer de fabriquer des réseaux sociaux plus vertueux. Jingle. Alors, on va parler effectivement des réseaux sociaux et de l'identité numérique et on va introduire aussi un peu l'aspect de l'image. L'objectif, hein, ça va d'abord d'être regarder un petit peu nos usages des réseaux sociaux et comment on peut construire un web plus social, plus éthique, humain et concurrentiel. Donc si maintenant on regarde nos usages, les Français, hein, puisque c'est sur les Français qu'on va se concentrer, sont 50,4 millions d'utilisateurs quotidiens, réguliers des réseaux sociaux, soit 75% de la population. Alors, 75%, ça veut dire, et il faut quand même le noter, qu'il y a 25% de la population qui ne les utilise pas, qui sont peut-être beaucoup moins familiers avec l'usage d'Internet et des réseaux sociaux. Et il faut quand même identifier ça comme une fracture numérique et peut-être même une fracture sociale pour le coup. Si maintenant on le regarde en termes de temps d'utilisation, c'est absolument pas anecdotique. On passe en moyenne 2 heures et 27 minutes par jour sur les réseaux sociaux. Si on le met à l'échelle d'une année, ça représente un mois de l'année, sur les 12 mois, consacrés aux réseaux sociaux. Si on le regarde à l'échelle d'une vie, c'est carrément 8 ans. Donc, bah, pour rigoler, hein, voilà, on passe 2 ans et demi aux toilettes, hein, et l'étude dit pas si le temps d'usage des réseaux sociaux c'est du temps et le temps des toilettes, il y a du commun, mais mieux vaut mutualiser, hein. Maintenant, on va se concentrer sur les différents types de réseaux sociaux et leur objectif, leur finalité. Historiquement, les réseaux sociaux, on les a mis en œuvre pour des besoins de réponse communautaire au début avec les étudiants, hein, puis après la famille, les amis, les proches, et puis on a vu arriver un peu plus tard des réseaux sociaux professionnels, à la fois au sein même des entreprises comme des solutions d'échange entre les salariés, mais aussi pour des solutions de réseautage et de construction de réseaux professionnels au sens le plus large possible. On voit par contre effectivement qu'il y a énormément de solutions que vous avez l'habitude d'utiliser, puis j'ai mis un réseau social bien particulier, un mastodon, qui est un réseau social distribué, et on va essayer justement de regarder le concept et les principes qui sont derrière dans le reste de la vidéo. On a des réseaux sociaux qui sont aussi maintenant des réseaux sociaux de publication. Alors ça peut être des réseaux sociaux traditionnels, et puis ça peut être d'autres plus spécifiques à du contenu, typiquement de la photo ou de la musique, ou j'en ai pas mis beaucoup, mais il y en a beaucoup d'autres. L'objectif, c'est de se dire que, alors même qu'il y a une transformation du web pour devenir une rue commerçante, et puis donc ce web est devenu un peu plus une vitrine, les réseaux sociaux ont la même dynamique. Le web social, c'est aussi le web, la continuité du web commercial. Donc forcément, les réseaux sociaux ont intégré cette dimension de publication et de tribune, de vitrine, à la fois commerciale comme non commerciale. Les réseaux sociaux sont devenus aussi un support pour l'éducation et la formation, et typiquement les gros médias data, les grosses plateformes de contenu vidéo en ligne et ainsi de suite, ou alors des réseaux sociaux plus dédiés, plus spécifiques, ont vu le jour pour justement permettre de proposer l'intérêt de ces outils dans une démarche d'éducation et de formation. Après, j'ai fait une catégorie information, veille, recherche, et là, elle est un peu fourre-tout, hein. On a des outils pour faire du guidage en veille communautaire par GPS. On a des outils pour faire les nouveaux forums, ce qui a supplanté d'un point de vue sur Internet l'usage des forums. Et puis on a les réseaux de microblogging qui permettent avec des contenus de données plus faibles, des volumes de données plus faibles, de propager plus rapidement l'information et de la distribuer de façon plus rapide.
Ce qui va avec l'information, bah, quelque part aussi, c'est ce côté un peu désinformation, démagogie, propagande. Et c'est pour ça qu'il y en a un que je me suis permis de mettre entre parenthèses. On a énormément d'usages maintenant des réseaux sociaux pour des objectifs de divertissement. À la fois regarder de la vidéo, regarder du stream ou streamer, communiquer avec ses amis pour jouer, utiliser des solutions de micro-blogging ou de micro-content, photos et ainsi de suite. Et puis les forums. Les forums n'ont pas qu'un objectif soit professionnel, soit informatif. Ils sont aussi un terrain d'échange et de dialogue entre les personnes. Euh, donc effectivement, sur le sujet de divertissement, bah, c'est un peu large, mais il y a beaucoup de types d'usages. On voit aussi, on commence à voir aussi, hein, j'ai mis l'icône de Peertube, hein, qui est une solution distribuée open source. On a vu Mastodon plus haut pour l'aspect communauté. On a des solutions distribuées open source qui existent sur ce genre de choses. On y reviendra plus tard. Un des gros usages des réseaux sociaux, c'est aussi maintenant la communication. La capacité à pouvoir échanger rapidement, faire de l'instant messaging. Alors effectivement, hein, c'est plus vieux que les réseaux sociaux. On a vu des choses avec MSN, puis ICQ ou des choses comme ça. Ce qui est intéressant, c'est de se dire que là aussi, on a des solutions open source comme Signal. Et puis, il y a des outils que nos enfants connaissent très bien aussi, qui leur permettent d'avoir un petit peu ces plateformes de communication, à la fois ludiques, mais finalement, on s'aperçoit que c'est une continuité de leur communication un peu quotidienne. On va regarder ça de façon un peu différente, hein. Ce qu'il faut noter, c'est qu'il y a une croissance exponentielle de l'usage des réseaux sociaux, et sur toutes les couches de la population. Et avec cet usage, cette croissance exponentielle, il y a forcément une collecte massive de vos données personnelles. Et finalement, un petit peu l'enjeu de la vidéo que je propose, hein, sur le sujet, c'est de regarder les solutions qu'on va pouvoir mettre en œuvre pour contrôler, limiter l'impact négatif que ça peut avoir sur la vie privée, essayer de proposer des approches qui vont devenir plus concurrentielles, qui vont permettre de construire des écosystèmes plus concurrentiels, et puis de travailler sur la visibilité et le contrôle de cette collecte massive de données personnelles. On va regarder maintenant le sujet au travers de la quantification de l'usage. Et là, bah, on voit effectivement que les réseaux les plus vieux sont les réseaux qui ont le plus d'utilisateurs. Et on va essayer de le regarder d'un point de vue usage générationnel. Les baby boomers, alors c'est pas eux qui sont arrivés les premiers dessus, hein, c'est-à-dire c'est d'abord la génération, la mienne, hein, la génération X, qui a effectivement un peu été pionnière de l'usage des réseaux sociaux. On a été même, au-delà d'être les early adopters, on a été un peu les founders, les premiers réseaux sociaux avant même qu'on parle de ceci, hein, des Orkut par exemple, ou des solutions plus vieilles encore. On les a à la fois investis, mais on les a aussi construits. Et du coup, bah, c'est quand même intéressant de se dire que les baby boomers, on les a emmenés à venir utiliser ces réseaux sociaux pour finalement peut-être avoir un terrain de communication et un terrain d'échange et un maintien communautaire avec eux. Donc oui, la génération X, hein, de 1965 à 1969, elle est la génération early adopter. C'est elle qui effectivement est maintenant très présente sur les réseaux sociaux les plus vieux, les legacy, hein, comme je vais les nommer. Elle y a poussé la génération baby boomer. Par contre, effectivement, elle s'est peut-être moins propagée par une forme de sédentarité et puis d'habitude d'usage. On y a construit toutes nos communautés de contacts, et c'est difficile de se dire je vais recommencer l'exercice sur un nouveau réseau social. Les générations qui suivent ont plus de facilité à faire ce genre de choses, elles sont même, on va le voir, assez versatiles. Les milléniums, là pour le coup, effectivement, eux, ils ont été ces premiers un petit peu à s'étendre sur l'usage, à développer d'autres types d'usages, à démocratiser de nouvelles plateformes de communication et de réseaux sociaux. Et ça va être encore plus important avec la génération Z, qui elle en plus va finir au début, va au début disparaître des réseaux de papa et de papy, hein, parce qu'ils voulaient être sur leur réseau, dans leur coin tranquille. Finalement, quand ils grandissent, c'est ça qui est marrant, c'est de voir qu'ils reviennent sur ces réseaux sociaux pour pouvoir retrouver le contact avec les générations qui, elles, sont restées plus sédentaires sur ces réseaux. Là où je disais qu'il y a une part de versatilité, on s'aperçoit qu'ils sont capables de faire et de défaire ces réseaux.
Et celui qui est tout en bas en jaune, hein, il est monté haut, il est redescendu bas. On voit aussi que quelque part l'information, l'actualité, les événements politiques et géopolitiques peuvent aussi avoir de l'influence sur ces réseaux sociaux. Il y en a un avec un X un peu en bas, hein, c'est pareil, on voit qu'il a piaillé pendant un moment, et puis qu'après, quand on lui a dit qu'il piaillerait plus de la même manière, il est monté, il est descendu. Voilà, il faut comprendre qu'effectivement, ce sont devenus des composantes du quotidien de tout le monde, à la fois dans notre capacité à s'informer, à communiquer, à graviter sur l'écosystème numérique, et que forcément, là où les générations Z ont fabriqué de la versatilité, on voit que maintenant cette versatilité, elle est encore plus complexe. Si on regarde les choses un petit peu différemment, c'est exactement les mêmes chiffres que j'ai à droite. Ce que j'ai voulu faire, c'est vous montrer qu'il y a deux blocs, un bloc bleu, un bloc rouge. Hein, un bloc bleu pour celui du logo qui est tout en haut de la file, et puis un bloc rouge pour l'écosystème qui est juste en dessous. Il faut quand même bien comprendre que ces deux GAFA, ils ont simplement ils sont à 90% américains, enfin là ils sont à 100% américains, mais les réseaux sont à 90% américains, et que ces deux GAFA, ils détiennent les 2 tiers de ce qui constitue l'écosystème des réseaux sociaux, et les 2 tiers des utilisateurs qui utilisent quotidiennement des réseaux sociaux le font sur des solutions qui sont portées par ces deux GAFA. On va voir que quelque part c'est probablement pas raisonnable, et qu'il faut peut-être trouver des solutions pour que les choses deviennent plus concurrentielles. Il y a actuellement des opérations par la justice américaine, hein, sur les lois antitrust aux États-Unis sur l'un de ces deux GAFA qui est en cours, et quelque part c'est significatif, hein, sur le fait que même pour les Américains c'est important, parce que y a une génétique dans le libéralisme de l'approche concurrentielle, et que c'est jamais bon de ne pas avoir de concurrence. Avant qu'on continue, je vais essayer de parler avec vous de l'image, de la notion d'image sur Internet et sur le web. Et pour parler d'image, effectivement, une des choses importantes qu'on doit faire, nous, en tant qu'utilisateurs de services sur Internet, c'est de fabriquer cette image. Pas forcément une photo de nous, mais une représentation de nous. Ça peut être un dessin, mais ça va devenir aussi sur le web 3D, sur le web des métaverses, un personnage tridimensionnel, quelque chose qui va nous représenter dans ces métaverses. Ce qui va permettre de faire cette association avatar-user, c'est-à-dire l'utilisateur du service, et la liaison, souvent c'est le mail. En tout cas, c'est ce que nous proposent des solutions comme Gravatar, qui vont nous permettre de pouvoir attacher des photos, des représentations, des avatars, qu'on va pouvoir utiliser sur un nombre important de services derrière. Donc notre travail, c'est de fabriquer cette image, de l'attacher à ce qui va nous permettre d'être l'utilisateur sur un service, et puis donc de fabriquer ce lien image-identité. Une partie de l'identité, c'est plus le user que l'identité. Maintenant, il va falloir en permanence monitorer cette image, de s'assurer de quand on nous cherche sur un moteur de recherche, comment on nous trouve. Est-ce que c'est bien l'image qu'on veut donner? Est-ce que c'est bien la matérialisation de cette image? Comment ça se passe sur les réseaux sociaux? Et puis en permanence de contrôler le lien image-identité qu'on a fabriqué auparavant. Ensuite, le but, ça va être de gérer le lien entre la personne physique et l'image. C'est-à-dire, alors, ou pas d'ailleurs. Il y a des gens qui vont rester sur une image sur un utilisateur, une image qui n'a rien à voir avec la réalité en termes d'identité de leur personne physique. Ça se fait, hein, c'est des principes d'anonymat. On en voit vite les limites, hein. J'en avais parlé sur la vidéo sur le navigateur, hein, et sur la vidéo sur les femmes et la tech, hein, de voir que derrière cet anonymat, on peut se cacher pour faire les plus grosses ignominies possibles, et de tenir les propos les plus inacceptables possibles sur certaines personnes ou certaines communautés. Donc, disons que moi, de mon point de vue, il est nécessaire qu'il y ait un lien entre l'image et la personne physique. Si on ne le fait pas, il y a peut-être de bonnes raisons, mais il y a peut-être de mauvaises raisons. En tout cas, moi, je vous conseille de le faire. Et par contre, le faire, ça veut dire contrôler le périmètre. C'est-à-dire quelle est l'adéquation entre l'image qu'on veut donner
attaché à notre personne physique en fonction de l'activité qu'on va faire et de l'endroit où on va l'utiliser et le service sur lequel on va l'utiliser. En tout cas, moi, je vous déconseille d'être absent parce que quelque part, vous allez, il faut que vous soyez dans la maîtrise de votre association entre image et personne physique. Et le but, c'est justement d'aller le plus possible sur une unicité pour éviter l'usurpation, pour éviter et pour contrôler au mieux votre image. Mieux vaut qu'elle soit attachée à qui vous êtes réellement. Enfin, le but du jeu, ça va être de bien contrôler la façon dont on utilise cette association image-identité sur des providers de services, quels qu'ils soient, des réseaux sociaux, des outils, des software as a service, et de maîtriser toutes les fédérations, c'est-à-dire forcément on va parler ici d'authentification, de fédération d'identity, on va parler de SSO, on va parler de toutes les mécaniques qui vont vous permettre de vous authentifier sur des services. Et donc là, il va falloir faire attention à ce qu'on fait aussi. Et là où je attire votre attention, c'est aussi sur la nécessité d'éviter les choix en conflit d'intérêts. Est-ce que c'est souhaitable d'utiliser la même technologie pour le même service pour être à la fois votre réseau social, votre fournisseur d'identité fédéré et même au-delà de ça, et de voir que finalement l'approche que vont nous proposer les GAFA sur ce qu'on verra plus tard, hein, sur la fédération d'identité et le management de la fédération d'identité, peut-être que c'est pas prudent. En tout cas, quoi qu'il arrive, on va effectivement avoir des mécanismes sur lesquels on n'a pas envie de se réauthentifier en permanence et que du coup, cette association image-identité, on va vouloir potentiellement la propager et la fédérer en fonction au fur et à mesure des services qu'on va faire. Et éviter d'avoir à laisser des logins mots de passe dans tous les sens sur toutes les applications. On va un petit peu plus loin sur cette identité numérique et on va traiter de l'identité numérique générale. On repart hein, de l'image hein, qu'on a construit et qu'il faut qu'on construise hein, sur Internet, qui va nous permettre et qu'on va essayer d'unifier, de démocratiser sur l'ensemble des services qu'on utilise. Et cette image, on l'a dit, on va commencer par l'attacher à notre identité. D'accord ? Donc le lien image-identité. Cette identité, moi, ce que je dis, c'est qu'elle doit être au plus proche de votre identité propre, et que pour ça, effectivement, on va avoir besoin de choses qui garantissent votre identité, et qui vous permettent de vous authentifier au travers de cette identité. Alors oui, elle peut être anonyme, mais est-ce que c'est souhaitable ? Moi, c'est pas mon point de vue. Et de vous authentifier pour pouvoir bénéficier des services au travers d'une identité propre et en maîtrisant votre image. Cette identité propre, elle est aussi intrinsèquement liée à ce que vous êtes en termes de personne, à la fois dans ce que vous faites comme activité professionnelle, ce que vous avez comme réseau professionnel, vos réseaux de contacts, et puis elle est attachée à où vous êtes localisé, comment on me contacte, quelle est mon adresse, et ainsi de suite. Là, il faut faire attention, parce qu'effectivement, en fonction du service que vous allez autoriser, il va falloir des mécaniques qui permettent d'avoir une vision, une approche centralisée de la gestion de l'identité, mais pour autant, ne pas donner la visibilité complète sur l'ensemble des périmètres d'information de cette identité en fonction des services qu'on veut utiliser. Et dès l'instant où finalement on va traiter de la partie film chez un acteur qui traite de vos données et qui fait son argent sur vos données, là il y a probablement une méfiance à avoir. Maintenant aussi, si on regarde cette identité numérique générale, pourquoi je la définis comme générale ? Parce qu'effectivement, on va y retrouver tout ce qui est du domaine de ce que vous partagez, de ce que vous produisez sur Internet, sur les réseaux sociaux. Donc votre expression et votre publication. Cette expression, cette publication, elle est du domaine du savoir, ce que je sais, de l'opinion, ce que je pense, de mes loisirs et de mes activités, ce qui me plaît et ce que je fais. Et au final, si vous regardez ce que vous avez sur vos réseaux sociaux, c'est un agglomérat de tout ça. Alors en fonction des types de réseaux sociaux, vous y mettez peut-être plus de l'opinion sur des réseaux sociaux professionnels et ainsi de suite, et puis vous traitez plus facilement de votre loisir ou votre activité sur des réseaux sociaux publics ou généralistes. Si maintenant on regarde ce que ça constitue, et ce qu'il va falloir surveiller, contrôler au travers de cette identité numérique générale, on parle bien de votre réputation en termes d'image, de votre réputation en termes de légitimité à produire et à partager de l'information et de
et de votre responsabilité sur ce que vous produisez, mais aussi sur la perception que les autres en ont et la façon dont ils vont se considérer par rapport à ce que vous allez produire. Vous faites pas d'illusions, le négatif et le bashing, ça existera toujours, mais disons qu'en étant un petit peu méthodique sur la façon dont vous construisez votre empreinte sur Internet et sur les réseaux sociaux, ça va vous permettre potentiellement de mieux maîtriser ce genre de choses. Mais je ne fais pas de leçon sur le sujet. On va quand même effectivement du coup regarder les choses au travers des risques, à la fois sur les données, sur vos données, et sur la façon dont vont se comporter les opérateurs de services sur ces données, à la fois les réseaux sociaux, à la fois toutes les solutions sur lesquelles vous allez être présent d'un point de vue numérique et que vous allez consommer d'un point de vue numérique, à la fois en termes d'image et à la fois en termes d'identité. Donc si on part sur les données, la problématique qu'on a, c'est la problématique des monopoles de confidentialité et de la concentration des données qu'on met chez finalement un nombre d'acteurs limité, c'est ce qu'on a vu au début de la vidéo. C'est forcément du coup aussi énormément de difficultés pour les utilisateurs de contrôler leurs données. Parce que leur transparence, vu que c'est pour eux un générateur de valeur, un générateur d'argent, se laisser déposséder de ces données, ça va être compliqué pour eux. Et d'autant plus que finalement, vous leur avez donné le camion, les clés du camion, et puis du carburant pour 6 ans. L'usage des données. Oui, il y a eu la RGPD. Est-ce que la réponse qu'elle a produite sur le web, au-delà du défaçage que ça a provoqué, finalement de la complication des parcours utilisateurs, est-ce que le résultat est atteint? Bah non, parce que ça a quand même laissé mettre en place. Oui, on a pu les cookies, les machins, les trucs, mais au final, on a remis les clés de la gestion de la fédération d'identité à des entreprises américaines. Et là, on peut se poser la question de savoir si c'était vraiment une bonne idée. Il y a les solutions pour adresser ces risques. Il y a des solutions technologiques, donc mettre en place des outils de gestion de la vie privée, utiliser des plateformes décentralisées, ne pas donner le camion et les clés du camion à un seul acteur, mettre en place des solutions de cryptographie, d'anonymisation des données, et puis de mettre en place tout ce qui... Essayer de revoir de façon un petit peu plus... un peu mieux gérer la notion de film, la notion de SSO, de mettre en place aussi de pas forcément tout le temps utiliser ces mécanismes de film et de se dire bah, je suis capable de moi-même gérer mes données dans mes propres vaults, dans mes propres portefeuilles de porte-clés et trousseaux de clés d'authentification, d'utiliser des mécanismes de double facteur pour faire en sorte que sur mon trousseau de clés, sur mon device ou sur quelque chose que je vais périmétrer de façon plus locale, ça me permet quand même de faire des mécanismes d'authentification à double facteur, la biométrie pour sécuriser nos trousseaux de clés et donc pas finalement aller vers les solutions de film, de fédération de management de l'identité. Et puis il y a les solutions par l'utilisateur, pour les utilisateurs, par l'utilisateur. Se sensibiliser à la gestion des données, utiliser des outils de protection de la vie privée. Je vais peut-être pas aller au fond du sujet sur cette vidéo, sinon elle va durer extrêmement longtemps. Choisir les plateformes respectueuses de la vie privée et puis séparer, faire de la ségrégation entre les services. Utiliser quelqu'un pour m'identifier, et finalement pas lui donner encore une fois toutes les clés. On continue un tout petit peu plus loin sur la gestion de l'identité et on va l'analyser par les cas d'usage. Moi j'en ai identifié 4. Déjà l'identité propre, et pour ça effectivement il existe des solutions. La banque postale, la Poste en propose, pardon, Iris, et puis les structures étatiques, les structures gouvernementales en produisent. En France, on a France Identité qui est disponible quand on a une carte d'identité moderne, qui permet de gérer cette identité, l'utilisation de cette identité propre sur les applications administratives, mais potentiellement aussi utilisable sur les applications sensibles. Et même, il est souhaitable de les utiliser sur les applications sensibles. Ensuite, on a l'identité numérique professionnelle. Elle a évolué avec le temps. Au début, cette identité numérique professionnelle, elle était gérée dans l'entreprise, par l'entreprise, pour l'entreprise. Maintenant, effectivement, ces entreprises, plus ça va, plus elles utilisent des services, des software as a service, des solutions de communication, de travail collaboratif. Et Microsoft est extrêmement bien placé sur ce segment. Mais à la base, effectivement, on s'identifiait sur notre Active Directory. Maintenant, on s'aperçoit que les services d'authentification de Microsoft se sont substitués pour
à une partie de l'identification du salarié dans l'entreprise, dans ses propres référentiels. Et même les solutions de Google ou d'Apple, quand on voit rentrer du matériel produit par Apple, par exemple, souvent il va y avoir un compte iCloud qui va être attaché. Bénéficier de certains services, y compris des services de cloud justement, des fois de temps en temps, il va falloir un compte Google ou un compte Microsoft ou un compte chez l'opérateur de service et l'hyperscalaire qu'on va utiliser. Ensuite, on a l'identité numérique publique. Et c'est là qu'on va parler de FIM. C'est là où on va parler de fédération de l'identité et c'est là où on s'aperçoit que pour pouvoir éviter d'avoir à taper un login mot de passe différent sur toutes les applications, et effectivement, on voit que ils sont solides. Quand on ne veut pas utiliser de la FIM et qu'on vient créer son utilisateur, déjà, soit nous, on ne le gère pas comme il faut, on mémorise pas bien nos mots de passe et déjà, c'est un problème. Mais en plus, eux sont peut-être moins solides que les GAFAM et des fois de temps en temps, on voit nos logins mots de passe qui circulent. C'est aussi pour ça qu'il est indispensable que vous évitiez d'utiliser les mêmes logins mots de passe sur tous les services. Par contre, la FIM, faut vraiment savoir si c'est vraiment ultra pertinent. Et après, vous avez la capacité à traiter de votre identité numérique personnelle et ce de façon locale, c'est-à-dire avec du KeePass, avec des solutions de stockage des mots de passe en local, des trousseaux d'accès ou des trousseaux de mots de passe, les gestions des mots de passe par exemple sur votre système d'exploitation, dans votre navigateur. Et puis potentiellement, vous pouvez aller beaucoup plus loin. Vous pouvez en self-hosting vous faire votre propre service LDAP pour vous authentifier sur vos propres services, mettre en place vos propres gestions de trousseaux distribués avec Bitwarden par exemple. Ça va nécessiter de la compétence. Ça va forcément être plus complexe à mettre en œuvre. Mais c'est faisable. Ou au pire, vous pouvez très bien effectivement bénéficier soit d'une structure associative, soit d'une société qui va vous proposer ces services, mais peut-être avec une approche plus éthique pour le faire. Si maintenant on regarde effectivement donc l'identité numérique professionnelle, à la base elle est faite pour s'identifier sur les applications professionnelles. Par contre, là où on voit qu'il y a 2-3 petits problèmes, c'est que les liens rouges, on voit que cette identité numérique publique, qui à la base était faite pour être utilisée sur les applications publiques, il ne faudrait pas l'utiliser sur les applications sensibles. Est-ce que c'est pertinent de donner à ces opérateurs la visibilité et la capacité de pouvoir faire de la corrélation sur vos systèmes bancaires, sur vos systèmes d'assurance, sur vos systèmes de santé et ainsi de suite? Moi, mon avis, c'est non, c'est pas une bonne idée. Et c'est pareil, cette identité numérique publique, le fait de l'utiliser aussi sur vos applications professionnelles, alors est-ce que le lien il est toujours présent? Peut-être pas, mais en tout cas, ça reste une mauvaise idée. J'ai mis aussi en orange pointillé le lien entre l'identité numérique personnelle et les applications publiques. Ouais, là on va voir que ces applications publiques, elles vont avoir du mal à faire confiance, à truster une identité qui est proposée par vous-même. D'accord, ce qui est quelque part normal. Il va donc falloir faire en sorte que il y ait la possibilité d'utiliser des services tiers, des services de films qui potentiellement n'ont pas les mêmes enjeux sur la consommation de vos données que peuvent les avoir les GAFAM. Et quand je parle des GAFAM, j'ai plus parlé des GAFAM qui ont leur modèle économique qui est basé sur la valeur de vos données. Il y a ceux qui vous vendent du matériel, il y a ceux qui vous vendent du logiciel, et puis il y a ceux qui vous vendent, il y a ceux qui s'alimentent sur vos données. Utiliser les services de films de ceux qui s'alimentent sur vos données, c'est probablement pas une bonne idée. Pour finir sur ce sujet, sur la gestion des identités, en tout cas, il y a quelque chose qu'il ne faut pas faire. C'est utiliser les systèmes d'identification numérique publique et de films publics, et notamment ceux des GAFAM, pour aller se substituer et faire un lien sur l'identité propre. Ça, il ne faut pas le faire. Donc, on va essayer de détailler un petit peu plus cette différence entre le single sign-on et la fédération, la gestion le management de l'identité fédérée, donc le SSO fédéré. Le SSO, c'est un mécanisme qui fait qu'avec un seul et unique login mot de passe, on va pouvoir s'authentifier sur un certain nombre d'applications et ne plus avoir à se réauthentifier dès l'instant qu'on s'est authentifié une seule fois. Le FIM, ou le Federated Identity Management, c'est la même chose, sauf que cette fois-ci, c'est applicable au travers de plusieurs organismes et de plusieurs applications
ou de services utilisables sur ces différents organismes. Et il y a une notion de trusting, c'est-à-dire dès l'instant où je suis utilisateur de ce service me garantit, me certifie comme la bonne personne et me permet de m'authentifier sur un autre service ou une autre application gérée par un autre organisme. Donc c'est là qu'il faut faire attention. Et c'est là, typiquement, sur ce sujet-là, que sont positionnés les GAFAM. On peut trouver sur la majorité des services maintenant me connecter avec mon compte Google, mon compte Facebook, mon compte Microsoft, mon compte GitHub et ainsi de suite. Les solutions qui sont utilisées pour fabriquer du SSO, il faut bien comprendre, OAuth, OpenID Connect, LDAP, SSL, SAML, il faut bien comprendre qu'au final, ce sont les mêmes technologies qui vont permettre de mettre en place le Federated Identity Management. Mais du coup, ce qui est important, c'est de se dire, il faudrait qu'il y ait d'autres entreprises qui se positionnent pour gérer cette identité, ce management fédéré d'identité. On avance, et maintenant on va regarder les axes vertueux. Le but, c'est de regarder... d'abord, on va essayer de regarder un petit peu le principe des réseaux sociaux distribués, c'est-à-dire la différence entre un réseau centralisé et un réseau décentralisé. Un réseau fermé, c'est ce que vous avez l'habitude d'utiliser, hein, ce sont les leaders du marché. Vous êtes un utilisateur qui se connecte sur un réseau strictement fermé. Alors il peut y avoir des passerelles et il peut y avoir de la fédération d'identité qui est proposée, c'est ce qu'on vient de voir. Mais au final, par contre, le contenu, si on fait même pas attention, si on lit pas suffisamment les contrats d'utilisateurs finaux, des fois de temps en temps, le contenu qu'on y produit, et c'est le cas typiquement sur les distributions de vidéos, bah, il appartient en partie, ou enfin en tout cas, l'opérateur de service va pouvoir bénéficier de ces données. Il faut faire très attention sur les conditions d'utilisation du service, et la notion de données personnelles, elle devient très complexe. Sur un système décentralisé, bah en fait, on a le choix de pod. Alors j'ai utilisé le terme pod parce que c'est celui qui était associé à une des premières implémentations des réseaux décentralisés qui s'appelle toujours, mais qui est en large déclin, qui s'appelait Diaspora. Pour moi, c'est intéressant parce que je vous l'ai déjà dit, je suis quelqu'un qui adore Ruby. Et c'est marrant de se dire qu'une grosse partie des premières implémentations des réseaux sociaux distribués a été faite en Ruby. Diaspora, c'est fait en Ruby avec un système de propagation des messages et de synchronisation des messages qui était fait avec Sidekick pour justement permettre de traiter tout ce qui était synchronisation entre les pods. Et ce qui est intéressant avec cette approche, c'est que vous pouvez très bien trouver un pod public et ne pas vous embêter à vous auto-héberger ou à faire du self-hosting quelconque. Et puis vous créez quand même un utilisateur. Soit vous pouvez faire le choix de monter votre propre pod et finalement de stocker vos données sur vos propres serveurs. Donc garder l'autorité et la responsabilité de vos données. Ce qui est intéressant, et on va le voir, c'est que ça a évolué largement. Hein. Depuis Diaspora, il y a des standards, notamment un qui est porté par le W3C Consortium, le W3 Consortium, qui va permettre une interopérabilité, non pas uniquement au niveau d'un type ou d'un réseau social particulier, ou d'une solution de réseaux sociaux, mais avec l'ensemble d'un écosystème. On verra, il a un nom, cet écosystème, et on va essayer de le détailler. Vous avez son logo en plein milieu. Donc si on regarde, communication, c'est du peer-to-peer, hein. Les échanges entre chacun des nœuds, chacun des pods, hein, pour le coup, vont être faits de proche en proche. L'utilisateur garde le contrôle de ses données, soit en délégation à un pod, mais du coup il a le choix du pod qu'il choisit, et de choisir à qui il fait confiance dans ce Web of Trust, soit de faire son propre pod et de ne faire confiance qu'à lui-même. Chaque flèche qu'on a verte, hein, c'est une liaison, une connexion peer-to-peer. Il n'y a pas de serveur central. Et puis par contre, il y a des enjeux de synchronisation et de gestion des données entre les nœuds. Et c'est là où on a vu qu'il y avait besoin de composants qui permettaient de pouvoir faire du rapatriement des messages entre les nœuds de proche en proche en proximité. On va regarder les choses de façon pragmatique. Et c'est effectivement un axe vertueux, mais il a des avantages, mais il a aussi des limites.
L'avantage, c'est qu'il y a une résilience accrue. Alors ça aussi, il faut faire attention à ce qu'on dit. Il y a une résilience accrue au niveau global du réseau. C'est-à-dire que pour faire tomber l'ensemble du réseau, c'est compliqué. Par contre, au niveau de votre localisation, l'endroit où vous mettez vos données, c'est soit vous, en self-hosting, qui devez assumer la mise en place de la résilience de ce que vous construisez en termes de pod, en termes de nœuds raccordés sur ce réseau distribué, soit vous devez utiliser un nœud qui, lui, va porter la responsabilité de la résilience de l'endroit où vous mettez vos données. Et c'est là où, effectivement, il faut pas se tromper. Par contre, du coup, le contrôle des données par l'utilisateur, soit il est maximum parce que vous montez votre pod, soit il est au final de votre responsabilité de choisir le pod le plus vertueux. Encore une fois, vous pouvez vous auto-héberger. Il y a moins de censure, c'est extrêmement difficile de censurer les choses et d'éviter une position un peu politique controverse, enfin un peu répréhensible de certains États sur certains réseaux pour des raisons politiques ou géopolitiques. Il y a une notion de transparence, on parle d'open source. La façon dont c'est implémenté, la façon dont c'est mis en œuvre, vous la maîtrisez, vous avez la possibilité d'aller regarder. Et il y a un sujet autour de l'innovation communautaire. Par contre, effectivement, cette innovation communautaire, elle n'est vraie, elle ne sera vraie que dès l'instant où il y aura suffisamment de masse critique d'utilisateurs qui vont permettre la démocratisation de ces solutions. Mais dès qu'il y a cette démocratisation, là, pour le coup, le terreau d'innovation qui est celui de l'open source va répondre complètement et la promesse va être tenue de façon complète. Maintenant, intéressons-nous quand même aux limites. Effectivement, c'est compliqué de gestion. Encore plus si c'est vous qui gérez votre pod. Ça nécessite une infrastructure robuste et donc mettre en pod pour garantir vos données, bah, c'est à vous de gérer sa résilience, de gérer la façon dont il va devoir se synchroniser avec le reste. Et puis la synchronisation globale de ce réseau devient quelque chose de plus complexe. Et puis forcément, il y a une question de moyens. Ça veut dire qu'il y a une question de moyens, mais finalement, elle est déjà présente dans les réseaux centralisés. Sauf que ce moyen, en se servant copieusement dans vos données, les sociétés s'alimentent pour répondre à cet enjeu de moyens. Là, vu qu'on a plus de maîtrise sur les données, qu'on n'accepte pas qu'on fasse de la valeur sans vous prévenir sur ces données, ben forcément, le stockage de ces données va devoir avoir une répercussion en coût direct. Alors que dans le modèle centralisé, c'est une répercussion en coût indirect, voire dissimulé. Qu'est-ce qui est caché derrière ? Le fameux standard qui est apparu avec Mastodon, qu'on retrouve avec des solutions comme PeerTube qu'on évoquait tout à l'heure, c'est un standard qui s'appelle ActivityPub, qui est porté par le W3 Consortium, et c'est basé sur de l'HTTP, sur du JSON-LD. Ça s'utilise sur les principes d'un modèle client-serveur ou serveur-to-serveur, et on manipule notion d'acteur, utilisateur, groupe, page, des objets, des posts, des commentaires, des likes et des actions sur ces objets, la capacité de faire du crate, du follow, du like, de l'annonce ou de la suppression. Et donc effectivement, il y a un mécanisme d'inbox, outbox pour chacun des utilisateurs et donc il y a une nécessité de synchronisation entre ces inbox et ces outbox. Je ne cherche pas à faire une vision très technique d'ActivityPub. Ce qui m'intéresse, c'est qu'on regarde qu'effectivement c'est quelque chose c'est un consensus qui s'est fabriqué. Il y a déjà eu des alternatives, il y en a déjà eu, elles ont moins bien fonctionné et on va pas s'attarder sur ces alternatives. Ostatius, Zot, Nomad qui est une extension à Zot. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ça a permis de fabriquer quelque chose de mature avec ActivityPub qui est les bases de ce que j'ai pas nommé tout à l'heure, qui s'appelle le fait divers. Et ce fameux fait divers, c'est un écosystème basé sur des standards interopérables qui a pour vocation de proposer une alternative viable, cette fois-ci, alors que Diaspora n'y arrivait pas, à la construction de réseaux sociaux distribués dans leur vision hétérogène, c'est-à-dire faire des réseaux sociaux du type network, micro-blogging, Mastodon, Miski, GNU Social, il y en a plein d'autres. À la fin, je vous montrerai l'image un peu du fait divers. Sur la partie multimédia, PeerTube pour la vidéo, Funkwall avec un L, ça aurait été mieux, puisque c'est une queue de baleine, donc
ça a rarement des ailes. Et puis PixelFed pour la partie image. On a donc une vraie réponse multimédia. Donc potentiellement, on peut reconstruire quelque chose qui est comparable à ce que nous proposent les réseaux sociaux actuels et les différentes solutions de réseaux sociaux. On a aussi, ce qui est intéressant, la capacité de pouvoir monter soi-même ses propres solutions de blog et de revenir sur des principes qui étaient un peu plus les principes du web un peu plus historique, sur lequel on n'avait pas nos pages sur Facebook, mais qu'on avait nos blogs, nos propres sites internet, de les rendre interopérables au travers d'ActivityPub sur le fait divers. Et donc de créer ce métaverse fédéré potentiel. Alors c'est pas vraiment un métaverse, c'est un univers fédéré numérique, le Fediverse. Ce qui est intéressant aussi, c'est de se dire que des outils qu'on n'aurait pas vocation à voir dans cet écosystème, par exemple comme Nextcloud, pour gérer de façon souveraine et en self-hosting votre propre solution de cloud, vos propres calendriers, votre messagerie, vos fichiers et ainsi de suite. Donc là aussi, de pouvoir stocker vos données sur vos propres solutions souveraines, et malgré tout de les rendre interopérables dans le fait divers pour pouvoir partager des fichiers avec d'autres personnes. Et en plus, l'avantage, c'est que vous allez les stocker sur votre cloud à vous, et finalement les rendre accessibles et potentiellement obtenir toute cette, on l'a vu grâce à ActivityPub, toute cette activité sociale, le like, l'announcement, le partage et ainsi de suite, dans un maillage et un écosystème plus global. Tout cet écosystème, et on le verra en conclusion, il ne demande qu'à s'accroître et il ne demande qu'à matérialiser ce fameux web social que si on était raisonnable, on mettrait en place. Je vous encourage à faire vos propres recherches sur faits divers et regarder, d'aller encore plus loin. Voilà, je ne peux pas faire forcément le tour de tout l'écosystème d'applications et de toute façon, il ne va faire que grossir. Alors sur ce schéma, vous avez cet arbre et puis vous avez quelques pousses qui n'ont pas résurgé, qui ont peut-être pas, qui ont moins bien fonctionné, mais c'est quelque chose qui est très actif et que vous devez surveiller parce que c'est vos données personnelles, c'est important, ça vous représente, et encore une fois, tout à l'heure on parlait de réputation, c'est peut-être plus raisonnable que de bien être en maîtrise de la façon dont on met à disposition ces données et la capacité où justement on peut revenir en arrière, on peut les supprimer plus facilement. Et c'est là où les acteurs qui font du business sur la valeur de vos données peut-être ne sont pas toujours le plus transparents possible sur la façon dont ils suppriment les données si vous leur demandez et qui respectent les engagements de la RGPD. Donc cet axe vertueux, c'est aussi deuxième axe vertueux, c'est séparer et choisir. C'est-à-dire ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier et d'utiliser des technologies qui sont construites par le W3C. Et on l'a vu, hein, ce qui est fabriqué par le W3C, quand on avait fait la vidéo sur le navigateur internet, bah, ça a de l'avenir, c'est solide. Cette fois-ci, il y a un vrai standard qui est porté par le W3C Consortium. W3 Consortium, j'ai du mal, hein, excusez-moi. Et le but, c'est qu'on peut choisir qui on utilise dans les acteurs de Sociolab, qui on utilise dans les solutions, ce qu'on utilise dans les solutions de MediaHub, et d'utiliser plusieurs types en fonction du type de contenu. Et il y aura probablement des alternatives qui vont se mettre en œuvre autour de PeerTube, autour de PixelFed et ainsi de suite. On peut soi-même se hoster et être compatible, interopérable avec, au travers d'ActivityPub. On l'a vu, hein, poser nos données dans nos propres solutions souveraines pour faire du cloud et pour autant les rendre interopérables. Et puis on voit que finalement la gestion de l'image par Gravatar, elle reste possible. Toutes ces solutions, on va voir, enfin si vous les testez, vous allez voir que l'image telle que vous la matérialisez dans Gravatar, elle est utilisable. Forcément, c'est un bouleversement du modèle économique. Ça veut dire que là, vous avez l'impression de ne pas payer vos services publics sur les différentes grosses plateformes. C'est qu'en fait, ils se sont déjà gavés sur vos données, ou ils continuent de se gaver sur vos données. Et du coup, bah là, ça veut dire par contre qu'il y a une responsabilité de choisir et de payer un provider cloud, ou de faire du self-hosting, mais donc de payer votre infrastructure,
et de faire votre propre apport en industrie pour fabriquer et maintenir votre infrastructure. Et là, il y a les enjeux de sécurité, c'est-à-dire il y a une vraie compétence à acquérir et une vraie responsabilité à mettre en œuvre. Soit derrière, effectivement, il faudra consommer des hubs, des multi-hub services, payer des multi-hub services, ou mettre en place des multi-hubs si vous êtes une entreprise qui veut effectivement investir et s'engager dans une démarche que moi je considère RSE sur le sujet, dans sa dimension sociale, pour fournir ce genre de solutions. RSE si on va jusqu'à faire attention à l'aspect capacitaire. Mais encore une fois, là aussi, qu'est-ce qu'on sait de la réalité capacitaire et de la réalité en termes d'empreinte énergétique et environnementale des gros services qu'on utilise? C'est l'une des problématiques aussi du cloud, c'est que ça vient cacher la réalité de la débauche de ressources et d'énergie nécessaires pour maintenir ce genre de choses. Finalement, en allant sur un modèle économique où on sait pourquoi on paye et on sait de façon physique et concrète ce qu'on paye, donc casser un petit peu le flou que propose le cloud par plus de transparence sur l'acteur qu'on sélectionne et le fait qu'on est bien conscient de ce qu'on lui paye parce qu'on ne s'est pas fait piller en amont. L'étape suivante, c'est aussi on l'a vu, de construire des solutions d'identité, de SSO fédéré, de SSO et d'identity management qui vont permettre de rendre ce maillage facile à utiliser parce qu'avec de la fédération d'identité et des fédérations d'authentification. Donc, si on en arrive du coup à l'axe vertueux numéro 3 sur l'identité numérique indépendante, là on est sur un principe où les GAFAM se sont appropriés le sujet du film. Et le but du jeu, et c'est aussi inquiétant parce que finalement on s'aperçoit que ces GAFAM, ce ne sont que des acteurs américains, et d'aller vers une approche où on revient vers des acteurs européens. Alors ça peut être par exemple la Poste dans son principe d'identité, si effectivement ils étaient capables de se rapprocher des différentes solutions de services, des différents acteurs qui produisent du service, et le fait divers, c'est un terrain sur lequel on devrait investiguer sur ce domaine-là. Et puis il y a aussi l'identité réelle, France Identité. Maintenant, on a dit qu'il faut faire attention à cette association entre vos identités propres et l'image que vous avez et la façon dont vous rendez disponibles ces données à des entreprises. Donc là, il faut faire attention à ce qu'on fait. Mais en tout cas, on l'a vu, de toute façon, ça va passer par l'utilisation des mêmes technologies qu'on a pour le SSO pour faire cette réponse sur le film. Ça n'interdit pas qu'au final, ça devienne aussi une capacité de pouvoir accéder aux services, et cette fois-ci avec une identité peut-être mieux maîtrisée, parce que probablement peut-être potentiellement gérée par des structures étatiques, sans donner les clés du camion aux GAFAM. Donc si on va un peu plus loin sur cet axe vertueux, sur l'identité numérique indépendante, on peut se passer du SSO et du FIM, effectivement, ça veut dire gérer ses mots de passe en local, c'est ce qu'on a vu, mettre en place des solutions soi-même ses propres solutions, ça paraît compliqué, il faut quand même qu'il y ait des acteurs qui soient trustés par les gens qui produisent les services. Vous-même, vous ne pourrez pas être trusté individuellement par les opérateurs de services. Donc il va falloir qu'il y ait des sociétés qui se mettent en place, ou des structures étatiques, ou des structures organisationnelles quelconques, mais qui soient trustables. Par contre, effectivement, vous pouvez continuer à faire de l'authentification par email, mot de passe, en les stockant correctement, en mettant en place, en utilisant votre device mobile pour potentiellement vous fournir des solutions de double facteur ou de la biométrie. Maintenant, voilà, le gros problème, c'est que ça reste quand même votre mot de passe déchiffré, c'est vous qui le maîtrisez. Par contre, ce mot de passe chiffré, il est quand même connu de l'opérateur distant, et en fonction de la solidité avec laquelle il stocke ses mots de passe, et de la solidité de son infrastructure, et de sa corruptibilité, potentiellement, il peut être récupéré, et leaké, et utilisé, et potentiellement vous poser des problèmes qui peuvent être relativement graves. Si on va justement sur ces problèmes, donc là on vient de voir le sujet de la sécurité, mettre en place ces solutions par vous-même, c'est complexe. Du Bitwarden ou des choses comme ça, c'est faisable, mais
disons que de toute façon, votre OS va vous le proposer. C'est les approches où vous allez aller mettre en place vos propres solutions de Vault, c'est soit parce que vous êtes une organisation, une petite entreprise, soit parce que vous faites absolument pas confiance aux solutions propriétaires et que vous êtes dans une démarche de self-hosting presque exhaustive, on va dire. Parce qu'effectivement, l'expérience utilisateur, elle est plus compliquée. Les enjeux de responsabilité, de conformité réglementaire, elles sont plus complexes. Et puis, il y a des problématiques d'interopérabilité. La user experience en fonction des systèmes, des OS, des services, elle va être plus complexe. Alors, je m'apprête à conclure. Et pour conclure, on va essayer de regarder un peu les enjeux. Et le premier des enjeux, c'est la nécessité d'établir un équilibre entre l'innovation et la protection de nos données. C'est-à-dire, c'est bien beau de voir des toutes nouvelles fonctionnalités régulièrement, si au final c'est pour se faire piller de ces données et puis se retrouver dans une situation qui deviendrait peut-être complexe parce qu'on ne maîtrise plus ce qu'on fait de nos données et qu'elles sont revendues et ainsi de suite, et puis que finalement on se retrouve plus dans une résultante négative que positive du fait d'avoir fait confiance à ces opérateurs de services. Donc il y a un énorme travail et un rôle important des régulateurs, il y a des enjeux sociaux des entreprises et des responsabilités des utilisateurs. Il y a des actions des États, des organismes indépendants qu'il va falloir mettre en œuvre. Et l'objectif, c'est bien de construire un écosystème numérique plus équitable, plus sécurisé. Alors le plus sécurisé, c'est à travailler. En tout cas, plus équitable, il y a des chemins. Et là, il y a du concret. On l'a vu, le fait divers et les normalisations, les standardisations qui sont proposées par le W3C avec ActivityPub, c'est des approches qui permettent de fabriquer de l'équitable. Et de faire du business sur l'équitable. Encore une fois, il y a le libre et il y a l'open source. C'est les solutions open source. Rien n'interdit d'implémenter ActivityPub pour mettre en place des services payants, des services qui vont permettre à une structure de type entreprise de vivre et de faire vivre leurs salariés. Le défi, c'est que sortir de la situation actuelle, bah vous le voyez bien, moi je publie mes vidéos sur YouTube et parce que les services de YouTube sont excellents, parce que les services proposés par les GAFAM sont excellents. Maintenant, en les amenant à plus de virtuosité, en construisant des solutions plus interopérables, et finalement en leur ramenant les ramenant à la raison sur la nécessité d'avoir une approche concurrentielle. Et même aux États-Unis, c'est bizarre parce que ça reste dans la génétique américaine. Normalement, aux États-Unis, on n'aime pas trop les trustings. Hein. Et finalement, ce qu'on évoque dans cette vidéo, c'est de revenir sur une approche concurrentielle. Et pour ça, ça veut dire créer des alternatives et de l'interopérabilité. Et la capacité pour les utilisateurs à choisir. Soit choisir de ne pas faire confiance à un acteur commercial et de s'héberger par eux-mêmes, mais donc d'assumer complètement ce qu'ils sont en train de fabriquer, et aussi les enjeux de sécurité de ce qu'ils fabriquent, soit de permettre de lancer de la possibilité concurrentielle. En tout cas, de se dire finalement, j'ai beaucoup plus la possibilité de choisir l'acteur avec lequel je veux travailler. Ces solutions, elles passent par éduquer et sensibiliser. C'est ce que moi je me propose de faire avec ce type de vidéo, hein, d'essayer de parler de ce sujet. Je suis pas certain qu'il y ait grand monde qui soit vraiment familier avec le fait divers. Encore moins de connaître les standards qui sont derrière, de connaître certaines des briques logicielles qu'on peut mettre en œuvre pour faire ce genre de choses. Et puis de sensibiliser sur les risques autour de l'identité et du management de l'identité. Il va falloir développer des passerelles et des outils de migration. C'est-à-dire, pour permettre cette approche concurrentielle, il faut qu'il y ait la possibilité de pouvoir rapidement passer d'un service à l'autre et puis de se dire finalement, j'ai trouvé des moyens de ne plus être sédentaire sur l'utilisation d'un réseau social ou d'une solution ou d'un service. Il faut des mécaniques de modération communautaire et d'automatisation de cette modération. C'est un des enjeux autour de faits divers. Et en tout cas, ça passe par encourager à l'adoption et à la contribution au projet open source parce que c'est la transparence et parce que ce qui est fabriqué en open source,
c'est souvent des solutions qui vont permettre d'être différenciantes pour les entreprises et puis rassurantes d'un point de vue éthique, humain vis-à-vis de l'utilisateur. En tout cas, l'objectif, c'est de promouvoir l'interopérabilité et la décentralisation. Et clairement, pour conclure, la décentralisation, c'est systématiquement positif. Pas que pour les réseaux sociaux, mais y compris dans un fonctionnement. Le but, c'est d'améliorer la relation, c'est de construire la relation de proximité, y compris sur du service numérique. Et la décentralisation, ça permet de revenir sur l'utilisation et de la consommation sur des principes de proximité. C'est valable pour les réseaux sociaux comme pour les États. Et je vais conclure là-dessus. En tout cas, je vous remercie, au revoir. Bon, j'ai encore fait une vidéo assez longue, mais je pense que c'était un sujet qui était complexe. Je ne sais pas si je l'ai encore adressé exactement comme je voulais l'adresser. Je ferai probablement d'autres vidéos sur le sujet, en essayant peut-être d'être plus centré. Là, c'était une première approche un peu globale. Mais voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Merci et au revoir.